Droit citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit citoyen. Bienvenue, nous sommes en direct, nous sommes aujourd'hui le samedi 31 octobre 2020, il est tout pile 21h et nous sommes en direct sur Facebook Live, Droit citoyen, le média libre et citoyen en direct des studios de campagne puisque aujourd'hui, confinement oblige, le studio a été délocalisé dans l'arrière de la cuisine. En tout cas, aujourd'hui en direct avec nous, nous avons nos compères de toujours puisque Quartier Général, c'est une émission qui a été qui a démarré pendant la première période du confinement avec Nicolas Farkas, si tu m'entends. Eh oui, je t'entends, Vincent. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Donc aujourd'hui, avec la technologie de Zoom, bien entendu, on va pouvoir faire nos petits directs. Et il y a aussi qui nous a rejoint, c'est Philippe Bariol. Bonsoir Philippe. Salut Vincent, salut Nicolas, salut tout le monde. Alors pour rappeler, Droit citoyen, c'est un média libre et citoyen. La ligne éditoriale, elle est ni de gauche ni de droite. Et bien entendu, on va pouvoir reprendre certaines émissions autour de Quartier Général pour évoquer un peu le confinement et puis aussi pour relativiser, Nicolas. On va reprendre la même chose. Bah oui, on peut. On a été un peu surpris par le retour de ce confinement. Enfin, moi, en tout cas, je m'y attendais pas forcément. C'est sorti un peu comme ça de son chapeau. Donc, on avait fait pas mal d'émissions pendant le confinement précédent. Moi, sinon, je suis plutôt sur le terrain. Et bah là, maintenant, on est forcé d'être enfermé. Du coup, bah, on va reprendre les émissions. Toi, Vincent, tu as réinstallé ton studio bon, je disais en 2 jours, mais t'as pas mis si longtemps, mais ça t'a quand même pris du temps de réinstaller ton studio. Ah bah il faut déjà aller chercher tout le campagne, matos. Mais pas électorale. Et puis tu es à la campagne en ville quand même. Tu es à Villeurbanne. Ouais, bah, à la sortie de Villeurbanne quand même. Hein. Ouais. Alors pour rappeler quand même que Nicolas Farkas et Philippe Bariol, ce sont quand même des gilets jaunes depuis la première heure. Ils sont sur Saint-Étienne, donc ils sont très engagés en tant que gilets jaunes. Et ça, c'est très important de le signaler puisqu'on les connaît depuis un petit moment déjà, Nicolas. Et puis il y a Aline Darrow, qu'on va saluer, qui n'est pas là ce soir, mais qui sera là bientôt. Et il y a aussi Pili Attika. Ouais, qui nous écoute aussi, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Bah, du coup, on peut déjà donner le programme un peu ce soir. On fait une émission test qu'on s'était dit. Puis finalement, on fait plus qu'un test, puisqu'on a Philippe. Donc, on n'est pas que tous les deux. C'est bien. Et l'idée, c'est qu'on puisse refaire une émission en début de semaine, lundi ou mardi, avec des soignants. On a plusieurs contacts, Linda a des contacts. On avait fait une émission avec Shaibia, il faudra qu'on la rappelle, j'essaierai de la rappeler demain. Voilà. Mercredi ou jeudi, une émission avec Candy, que tu viens de citer, Parole de Gilets jaunes. On va essayer de faire une émission spécifiquement avec des Gilets jaunes, ouverte hein, évidemment, des gens qui, s'ils sont Gilets jaunes que depuis aujourd'hui, ça pose pas de souci. Voilà. Et puis fin de semaine, moi j'ai eu Pierre au téléphone en début d'après-midi de Décoder l'écho, avec qui on avait fait au moins 3 émissions, je crois, pendant le confinement précédent. Oui, 3. Voilà, qui lui a fait une vidéo il y a 2 semaines sur les chiffres de mortalité de l'INSEE, puisqu'il connaît bien, c'est son rayon. Et qui souhaitait pas commenter cette vidéo-là. Il va refaire un travail sur les chiffres les plus récents et on fera vraisemblablement une émission avec lui samedi prochain à 21h. Voilà. On rappelle toujours que le cadre de cette émission Quartier Général, c'est toujours de relativiser, bien entendu, et surtout en ce moment avec les dernières actualités qui tournent autour des attaques islamistes en France. Donc forcément, l'actualité, elle n'est pas forcément très bonne, et notamment celle qui nous est parvenue aujourd'hui à Lyon, dans le 7e arrondissement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à évoquer. Donc on va pas parler justement de ces attaques maintenant. On va parler quand même justement de ce renouveau confinement, donc la saison numéro 2. Et aujourd'hui, on l'a titré « C'est quoi ce délire ?» Alors justement, pourquoi... Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, pourquoi un confinement alors? Je sais pas, on va peut-être laisser la parole un peu à Philippe avant d'attaquer là-dessus. Ouais. Mais, justement, Philippe, il va pouvoir répondre à la question. C'est ça. Il va pouvoir Allez, répondre à la Philippe, question, justement. Tu veux dire qu'on parle directement du confinement? Je Oui. sais pas. Après, moi, tu sais, moi, je suis à Saint-Édouard, donc un média local, et donc on rencontre pas mal de personnes et notamment des gens de quartier, puisqu'on agit quartier par quartier, et notamment nos commerçants de quartier. Et la situation est vachement difficile pour eux à l'heure actuelle déjà. Alors, il faut rappeler justement que la Loire est très impactée, notamment Saint-Étienne, puisque les chiffres sont assez alarmants. Il paraît qu'on est une sorte de zone championne du monde là, du Covid.
Donc voilà, donc apparemment les chiffres sont alarmants. Mais ce qui est aussi très alarmant, c'est la situation sociale des personnes, la situation de travail. Et c'est très très difficile à comprendre, notamment pour les petits commerçants, notamment pour ceux qui bossent dans des conditions difficiles, comme les enseignants, comme les soignants, etc. Tout ça, de comprendre quelle est la logique du confinement en fait. Alors justement, parce c'est que pas très logique. oui, Hein, parce que on avait évoqué quand même, parce que c'était le porte-parole du chef de l'État, du gouvernement du moins, qui avait évoqué un reconfinement possible local et pas forcément un reconfinement national. Et même si on savait plus ou moins en off qu'il y avait quand même des spéculations quand même pour un reconfinement national qui soit beaucoup plus modéré, parce qu'il fallait quand même permettre aux gens d'aller travailler, même s'il y a des commerces qui sont fermés, et ça on va en revenir d'ici quelques instants, parce qu'il y a quand même des commerces. C'est un peu regrettable, puisque une fois de plus, que ce soit les restaurants, les cafetiers, les brasseries, qui sont les premiers touchés. Et donc en fait, nous aujourd'hui, sans pouvoir alarmer, on sait pertinemment que il y a des projections qui se font. Il y a des projections qui se sont faites avant, il y a des projections qui se font maintenant. Le chef de l'État l'a dit, d'ici 15 jours, on fait un point. Sauf que on sait pertinemment qu'aujourd'hui, si on confine, ça veut dire que d'ici 15 jours, s'il n'y a pas de résultat positif, on va repartir pour 15 jours. Sauf que on imagine que en fait, le confinement risquerait de durer entre 8 et 12 semaines. Et là, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où on va, encore une fois de plus, si ce n'est qu'on nous dit un mois. Oui, mais de toute façon, en fait, le premier confinement, on a des débuts de chiffres. Alors bon, c'est encore contesté, hein, mais a priori, ça sert à rien le confinement, en fait. La seule chose que ça fait au niveau épidémique, hein, donc on va peut-être pas attaquer sur la relativisation tout de suite, parce qu'on faut le dire quand même. C'est une émission improvisée. On a été surpris par le confinement, on a remonté le studio. Voilà, on vous annonce qu'on va faire une émission avec des soignants, qu'on va faire une émission avec des gilets jaunes, une émission avec Pierre sur les chiffres de mortalité. Il faut quand même qu'on bosse pour préparer les émissions. Là, on est un peu au pied levé. Moi, ce que je peux vous en dire, j'ai quand même pas mal surveillé, notamment tous les alternos. On avait déjà, sur le premier confinement, on n'avait que Raoult à se mettre sous la dent. On avait fait une ou deux émissions où c'était intéressant. On essayait de partir des infos qu'il donnait. Après, moi, j'avais un peu creusé. Voilà, je suis pas non plus fan absolu de Raoult. Maintenant, on en a plus à se mettre sous la dent. On a Toubiana, on a un nouveau qui sort, enfin nouveau. Il y a Fouché à Marseille là qui bosse avec Raoult. Il y a plusieurs médecins, qui sont contestataires. C'est des voix qu'on entend peu dans les grands médias, mais voilà, souvent c'est des loups solitaires, ces gens qui sont pas dans les institutions et on les appelle les rassuristes. Donc moi, je trouve ça ridicule de se moquer d'eux comme ça, mais effectivement, il faut quand même aussi relativiser leur relativisation. Voilà, donc on est perdu. On va essayer de faire du sens avec tout ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, par contre, je suis toujours sur la même ligne. Dès mars, pour moi, c'était une évidence. Le remède sera pire que le mal. La crise économique qui va être engendrée par ce second confinement, déjà la première, c'était dramatique. On a 1 million de chômeurs en plus. Ça tue des gens, le chômage. Il y a des gens qui vont passer sous le seuil de précarité. La pauvreté, ça va décoller en flèche. Bien sûr, ouais. On en parlait un peu tout à l'heure. Voilà, c'est dramatique. Et donc, le remède va être pire que le mal. Alors, on pourra en parler justement la prochaine fois avec Pierre. C'est Pierre, c'est ça, de la chaîne Pierre, on est exactement sur la même ligne. On en a parlé tout à l'heure, mais on pourra en parler avec les soignants aussi. On en avait parlé avec Chaibia. Chaibia qui est au contact dans l'hôpital public. Tous les soignants n'ont pas perdu la boule. C'est-à-dire qu'on est tous tarés maintenant. Et les soignants, ils sont crevés, ils sont exténués. Donc, ils sont en panique. On est piégés chacun dans nos petits mondes. Et vu de l'hôpital, il y a des tas de médecins qui ont appelé à un confinement. Mais ils se rendent pas compte, je crois. Ils se rendent bien compte de ce qui se passe dans leurs hôpitaux. Enfin bon, ça fait 10 ans qu'ils sont maltraités. En 2015, les hôpitaux étaient saturés déjà. Tous les hivers, depuis des années, les hôpitaux sont saturés. Donc voilà, eux, ils sont à bout de force et ils poussent à un confinement sur lequel on n'est vraiment pas sûr de l'efficacité. La même chose pour les masques. Les masques à l'extérieur, ça, on est sûr. Et là, il y a consensus scientifique. Les masques à l'extérieur, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Alors, il y a beaucoup, justement, beaucoup de personnes le disent. Alors moi, je le mets parce que il faut le mettre quand même. Et donc, il y a quand même, voilà, on se dit, on le met parce qu'on nous dit de le mettre. Nous, en tant que journalistes, quand on va sur le terrain, quand on fait des reportages, donc on le met parce qu'on est quand même là aussi pour montrer l'exemple. Mais encore une fois, on se dit que quand on est dans des espaces aérés, quand on est dans des parcs, des jardins, des boulevards où il n'y a pas beaucoup de monde, là, on se demande, mais à quoi bon mettre un masque? Et il y a des gens quand même qui sont un peu rebelles, qui mettent pas le masque, ils rechignent à le mettre.
Donc, et moi, ça m'embête un peu parce qu'on ne sait pas où se mettre, quoi. On se dit, est-ce qu'on le met ou est-ce qu'on le met pas, ça a une utilité ou pas. C'est vrai que dans les transports en commun, quand on voit les images sur le réseau de la RATP, notamment la ligne 13, en direction de Saint-Denis, ben forcément, quand les réseaux saturent, les gens, je pense que l'utilité du masque, c'est important. Mais après, quand les zones sont aérées, notamment les cafés de bars et de brasseries, moi, j'ai pas compris pourquoi il fallait les fermer. On a beau regarder, alors forcément, il y a des cafés où les gens ne peuvent pas forcément respecter des distanciations sociales, mais c'est quand même à l'air libre, donc c'est discutable. Et justement, comme le dit Nicolas, il y a des médecins qui sont pour, il y a des médecins qui sont contre, et ça c'est très bien, parce qu'au début, avec le professeur Raoult, on évoquait plein de choses, on savait pertinemment que c'était pas évident pour ces scientifiques, pour ces médecins, d'aller plus dans la critique en disant oui, mais là on est en train d'abrutir les gens, notamment avec ce masque qu'il fallait pas mettre au début parce que c'était pas obligatoire. Et puis après, on passe en zone de confinement, on reste à la maison, puis après, on repasse en déconfinement. Et là, on nous dit, il faut mettre le masque, c'est très important, c'est utile et c'est obligatoire. Donc les gens, ils étaient perdus, tout le monde a été perdu, nous sommes perdus, et encore aujourd'hui, avec un nouveau reconfinement. Donc on va se dire, est-ce qu'on va encore justement nous informer de façon contradictoire? Parce que c'est le cas un peu. Hein, il y a toujours aussi une chose qui est très importante, c'est que même si on discute de choses et d'autres, donc on le fait parce qu'on est droit citoyen, on a un média libre et citoyen, et tout le monde est bienvenu justement de pouvoir donner un peu son opinion. Et c'est très important de pouvoir échanger les uns envers les autres. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que notre soutien entier, bien entendu, aux blouses blanches, aux soignants, parce que c'est très important de le dire et redire. Aujourd'hui, si on fait le confinement, ce n'est pas pour faire plaisir, bien entendu, au gouvernement, parce que de toute manière, c'est pas pour leur faire plaisir, mais c'est surtout pour soutenir et encourager les soignants, les médecins qui doivent encore plus galérer, parce qu'on l'a vu depuis le déconfinement, on n'a pas créé de plus de places en réanimation, et on n'a pas créé plus de postes d'infirmières en réanimation. Et voilà. Et ça, Philippe avait quelques nouvelles du front à ce sujet-là. Je ne sais pas si tu peux nous raconter, Philippe, un peu ce que tu as entendu, toi, comme écho. Mais... Avec un soignant au téléphone, il y a une demi-heure, quoi. Et il me disait que, bon, c'est vrai qu'au mois de mars, les soignants, sans aucun moyen, ils ont été volontaires, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. À ce moment-là, il y avait pas de masque pour eux, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, les locaux n'étaient pas correctement désinfectés, etc. Hein, et dans ces conditions-là, ils y sont allés, ils se sont donnés à fond la caisse. Bon. Dès le mois de mai, les réformes de l'hôpital de suppression du personnel ont repris, en fait. Et en fait, on n'a absolument pas tenu compte des difficultés qu'ils avaient eues avec la première vague, quoi. Donc maintenant, à l'heure actuelle, même s'ils ont les conditions sont un peu meilleures au niveau de la sécurité, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils n'en peuvent plus. Et puis il y a des choses absolument scandaleuses. Par exemple, au CHU, je vais parler de la situation locale. Hein, ouais. Le CHU de Saint-Étienne, donc. Hein. Dans la première vague, il y a eu 140 cas de coronavirus, hein, chez les soignants du CHU. À l'heure actuelle, il y en a un qui a été admis en maladie professionnelle. Un seul. Ouais. Alors que pourquoi? Parce que seulement ceux qui ont été soignés par oxygénothérapie, etc., et qui ont fait le bon dossier au bon moment, etc., sont en maladie professionnelle. Tous ceux qui ont, par exemple, il y a des cas d'une personne, par exemple, qui a des séquelles cardiaques de son coronavirus, etc. Tous les coronavirus sont pas graves, hein, mais il y a des cas où il y a des complications. Eh bien, elle n'est pas reconnue en maladie professionnelle, alors que c'était une chose sur laquelle le gouvernement s'est engagé. Donc, vraiment, là, les soignants, en ce moment, non seulement ils n'en peuvent plus, mais ils sont très, très, très en colère. Vraiment très en colère. Voilà. Il y en a qui démissionnent, non? Même sur Paris, je sais qu'il y a eu des démissions, mais sur Saint-Étienne, non, pas encore. Ah bah oui, il y a des démissions, il y a plein de gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont fait un burn-out, etc., quoi. Donc la situation, elle est... Bon, et comme tu le disais, Nicolas, de toute façon, à cette période-là, au mois de novembre, c'est pas une surprise. Non, oui. Déjà, tous les ans. Tous les ans, c'est saturé. Alors là, vu la situation, c'est
pire que saturé. C'est une catastrophe. Il y a beaucoup de gens, je n'ai pas pu vérifier par moi-même cette information, mais il y a beaucoup de gens qui disent que dans les couloirs des urgences, des gens suspectés de coronavirus avec d'autres personnes qui attendent pour d'autres choses, etc., sont mises côte à côte, quoi. Ils sont en train d'attendre. On espère qu'ils ont des masques, parce que autant en extérieur ça sert à rien les masques, mais à l'intérieur aux urgences, peut-être ça serait bien qu'ils les distribuent gratuitement, je ne sais pas. Voilà. Ah, tu vois, mais bon. Coller les uns aux autres pendant plusieurs heures, c'est plus qu'un masque. Ah bah oui. Mais bon, là, il faudrait distribuer des FFP2. C'est comme dans les transports en commun, en fait. Hein. Quand tu es les uns sur les autres avec le masque de papier, le sketch des guignols, moi, j'ai pas toujours été fan des guignols de l'info. Mais Sean, le masque de papier, c'est vraiment une blague. Le masque chirurgical, il protège pas. Les personnes fragiles, elles devraient avoir un masque FFP2. Ça protège. Le masque chirurgical, c'est vraiment si tu es malade, ça évite les grosses sécrétions. Mais si tu restes enfermé avec une personne malade pendant plusieurs heures, le masque de papier ou le masque en tissu, ça sert à rien. En fait, il faudrait des masques FFP2. Donc, ils nous baladent en fait. Ils sont à côté de la plaque, quoi. Hein. Mais bon. Voilà, donc pour avoir des nouvelles de l'hôpital, oui, la situation est pire que ce qu'on peut imaginer. Voilà. En conclusion. Et je pense que les soignants vont craquer vraiment. Ils sont en train, ouais. Alors justement, il y avait les maires du GIE qui avaient demandé l'intervention de l'armée, des hôpitaux de campagne, des hôpitaux militaires, puisque justement, ils savaient pertinemment qu'il y avait quand même une crise qui allait arriver. Et là, donc, il s'en est où au niveau de cette demande? Est-ce que ça a été… Malheureusement, c'est pas possible, ça, Vincent. Alors, déjà, moi, je suis pas sûr, mais le service de santé des armées, il a été saccagé comme l'hôpital public, en fait, en vrai. Il y a eu une analyse que je sais plus où, je sais plus la source. Il faudrait sourcer, hein, vérifier. Mais moi, j'ai trouvé une analyse de quelqu'un qui s'y connaissait. Sur l'hôpital et les services de santé des armées. En fait, ils ont ouvert 10 lits de réanimation dans le Grand Est. Là. C'était 100% des capacités. Voilà, parce que le service de santé des armées, il a été saccagé. À Lyon, à Paris, les Invalides, ça a été fermé. Donc, ils ont même plus ces moyens-là. Même l'armée a été rentabilisée. Faut pas croire. Hein. Alors, on achète 89 blindés pour la gendarmerie parce que ça couve un peu la révolution. Là, on en a tous marre. Ça, oui, ça y recommence à mettre des moyens. Pour la police et pour la gendarmerie, on achète 89 blindés. Mais le service de santé des armées, il n'est pas en état de nous aider. Malheureusement, il aurait fallu que ce gouvernement se moque pas de la gueule du monde avec son Ségur de la santé qui saupoudre du pognon comme ça n'importe comment, tout en baissant le budget de la Sécu. Là, il baisse le budget de la Sécu. Là, entre les deux confinements, ils ont voté des lois qui baissent le budget de la Sécu. C'est pour ça que les soignants sont écœurés. Je veux dire, on aurait mis des milliards dans l'hôpital. On aurait dit, allez, on a compris, on est des cons, on va refaire les choses correctement. Évidemment que les soignants, ils auraient compris qu'on ne pouvait pas former les gens en 5 minutes. Mais il y en a des tas de soignants qui partent et qui changent de boulot depuis des années. Il y en a des infirmières qui sont reconverties en autre chose, des infirmières libérales qui sont plus à l'hôpital. Des gens formés, il y en a. Mais si le gouvernement s'était pas foutu de la gueule du monde et qu'ils avaient pris les choses au sérieux, les gens formés, ils auraient dit oui, allez, on va aider et on y va. Mais là, vu qu'ils continuent de tout détruire, les gens, ils n'ont plus envie d'aller au casse-pipe. Et pourtant, c'est un sacerdoce. Ils sont là pour soigner des gens et ils veulent soigner des gens. Et ça va être un traumatisme pour eux de devoir lâcher. C'est dégueulasse ce qu'ils font, ces gens. Mais bon, ils sont à côté de la plaque. Hein. Alors moi, j'étais étonné quand même, pour une fois, de voir qu'il y avait autant de milliards distribués par le gouvernement pour sauver les secteurs d'activité, pour sauver l'économie, le chômage partiel, et qu'on n'est pas capable justement de mettre des milliards pour à créer des lits, créer justement des postes dans les hôpitaux, et qu'on a fait l'effet inverse. Parce qu'ils veulent privatiser, Vincent. Ils veulent privatiser, c'est leur objectif, ça leur va bien. C'est vraiment des débiles mentaux, c'est leur solution. Hein. Ils sont sincères malheureusement. Hein. C'est pas un complot. Hein. Ils croient vraiment que la solution c'est la privatisation de l'hôpital et du coup ils ont accéléré la privatisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire dans le Grand Est. Il y a un responsable de l'ARS qui a eu des problèmes parce qu'il a réaffirmé en plein milieu du confinement qu'il fallait fermer un hôpital, que c'était prévu et qu'on allait supprimer 700 postes. C'est ça. Voilà. Le mec a été viré. Hein. Lui, il a été viré parce qu'il s'est mal exprimé. Mais les lits, ils ont été supprimés. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'appellent pas ça privatiser, ils appellent ça réorganiser, Nicolas. Oui, voilà. Ouais.
Oui, oui. Ouais, mais tu connais bien ça, Philippe. Tout ce qui est l'hôpital de campagne, là, qui a été demandé par les maires. Pour une fois que les maires ils se bougeaient, là, dans la vallée du Gier, le maire de Saint-Chamond, tout ça, tout le monde il se bougeait, ils voulaient des moyens. Ils ont demandé un hôpital de campagne et c'est la préfecture qui a dit non, non, il n'y en a pas Mais besoin. ils peuvent pas. Ils disent il n'y en a pas besoin, mais c'est comme les masques, Philippe. Tu vois, quand on n'avait pas de masque, on disait il n'y en a pas besoin. Comme on n'a pas les moyens militaires, on ne dit pas non, désolé, ça fait 20 ans, on a tué les services de santé des armées. Ils ne peuvent pas le dire, ça. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je ne suis pas un fanat de l'armée, mais les Français sont attachés à l'armée en France. Moi je trouve ça triste, je suis plutôt antimilitariste, mais c'est comme ça. Et si jamais le gouvernement, en plus d'avoir saccagé l'hôpital, maintenant ils ont saccagé tous les services publics, tout le monde est au courant. Mais par contre, le grand public, comme on dit là, les gens ne se rendent pas encore compte à quel point l'armée aussi a été saccagée. Si jamais ils disent ça, là, ça va vraiment chauffer pour leur matricule. D'ailleurs, chez les Gilets jaunes, il y avait un paquet de militaires, d'anciens militaires, etc., qui étaient là et ils savent ce qui a été fait aux armées en France. Alors justement, mais c'est bien de revenir sur avec De Villiers, c'est ça, le général De Villiers. Bah, il a été démissionné c'est lequel qui a été démissionné là. Lui, il a gueulé, il a ouvert sa bouche. Bon, encore une fois, je suis pas fan moi des militaires, mais le mec proteste. Il était quand même chef d'état-major des armées. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dégages. Bon, il en a fait un livre, il s'est expliqué et puis il présente. Je l'ai pas lu moi. Tu l'as lu, Vincent? T'as suivi? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est Gilles Charles, notre animateur Gilles Charles, qui l'a parcouru. Et donc non, pas encore, mais bon, apparemment, il a des bonnes idées. Et puis voilà. Bon, après, il y a des critiques aussi. Voilà. Mais c'est vrai que moi, tu sais, les militaires au pouvoir, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, voilà, ça avait créé justement le. Oui. Je crois qu'il y a David Dufresne qui vient d'écrire un livre, c'est pas mal non plus. Juste pour dire que justement, c'est toujours un problème qui est lié justement à ces subventions, à ces budgets qui sont alloués justement à ces ministères. Donc on peut parler du ministère de la Défense, on peut parler du ministère de la Santé, on peut aussi parler du ministère de l'Éducation nationale, parce que le ministère de l'Éducation nationale, on peut en parler là maintenant, puisque justement le président a dit on va ouvrir les écoles et les collèges et puis les lycées, et là on se dit il n'y a pas un peu de foutage de gueule quoi. Hello. Oui, je suis toujours là. Moi, est-ce qu'il n'y a pas de foutage de gueule parce que justement, quand on est parti sur le déconfinement, l'éducation nationale, ça a été saccagé depuis des années. On pourrait faire une émission avec des profs. On avait prévu d'en faire une pendant le confinement 1, et je sais plus. Je crois qu'on l'a pas faite. Mais ça serait bien. On a des contacts chez les profs. Il y a Myriam et on connaît des gens avec Philippe. Parce qu'il faut rappeler que depuis le déconfinement, il y a eu quand même des mesures qui avaient été prises justement pour respecter cette fameuse distanciation sociale entre les gamins, port du masque, diminution. Ils ne savaient pas trop s'ils allaient faire venir une partie des gamins le matin et l'après-midi. Donc ça a été un gros souk, un gros bordel, pour ne pas dire que c'est un gros bordel. Aujourd'hui, on se rend compte, non, c'est plus la peine. Tous les gamins peuvent revenir. Il n'y a pas besoin de porter de masque plus ou moins. Donc on se dit, si les gamins véhiculent des microbes et des virus, pourquoi laisser les écoles, les collèges et les lycées ouverts, pour pouvoir permettre forcément la vie économique reprendre. Mais est-ce que ça va pas desservir justement la provocation du virus en lui-même? Ou pas. Mais c'est pour ça qu'il faut relativiser sur le virus. Après, moi, je suis pas médecin, mais on peut pas. Le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés, ça, on creusera plus la question avec Pierre. C'est vraiment son rayon aussi. Il réfléchit beaucoup à ça. Mais on est dans des sociétés court-termistes. On n'arrive plus à penser à long terme et du risque zéro. On semble découvrir que dans les EHPAD, les vieux meurent. Mais ça, on en a parlé déjà pendant le premier confinement. Ça fait des années qu'il y a des boîtes privées qui font 10% de rendement sur les vieux dans les EHPAD. Donc voilà, ça fait des années qu'il y a un quart des gens qui meurent en France, qui meurent en EHPAD. C'est des dizaines de milliers de personnes. Tous les hivers, on avait montré les statistiques. C'est pas la première fois que l'hiver, non seulement les services de réa sont saturés, mais qu'il y a des pics de mortalité qui font 10, 20 000 morts de la grippe. Bon, alors là, c'est le coronavirus. Les coronavirus, on appelle ça des rhumes d'habitude. Bon, c'est un rhume qui est plus virulent que d'habitude. Et ça a fait plus de morts qu'une grippe habituelle. Faut reconnaître. En mars-avril, il y a un pic de surmortalité qui est plus important que la moyenne habituelle. Mais pas tant que ça. Et là, on est en train de perdre pied collectivement. On nage en plein délire parce que le remède sera pire que le mal. Risque zéro, ça n'existe pas. Les vieux meurent et surtout le coronavirus, c'est les pauvres qui meurent parce que c'est une addition. Et ça, on l'a bien vu justement aux États-Unis. Diabète,
obésité. C'est la bouffe de merde qu'ils nous font bouffer. Le coca, leur bouffe dégueulasse en transformation industrielle. Tu vois, quand on n'a pas les moyens de se nourrir autrement, on n'a pas le temps, on fait des boulots difficiles. On va pas cuisiner des salades tous les jours, en fait. On achète des trucs tout faits. Et ça, on nous empoisonne avec ça. Et c'est des facteurs de risque pour le coronavirus. Voilà. Et ils ont même fermé les marchés, ils continuent à favoriser l'agriculture industrielle. Enfin, on peut même pas faire tout le tour de leurs conneries. Enfin, je m'énerve Non, mais il faudra faire des émissions avec des thématiques justement bien précises voilà, pour donner beaucoup plus. Là, ce soir, c'est vraiment. On fait vraiment une émission pour relancer la machine. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de quelque chose de bien précis, mais c'est pour dire voilà, la semaine prochaine, on va essayer de faire les choses bien comme on l'a fait auparavant et avoir des thématiques avec des intervenants qui puissent justement nous donner des informations. En tout cas, aujourd'hui, l'actualité, elle est quand même assez importante, aussi bien pour la problématique justement des cas Covid, notamment dans la région de la Loire, le département de la Loire, donc à Saint-Étienne, et aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que en mars et avril, c'était quand même le Grand Est qui était touché. Et là, on se rend compte que maintenant, c'est un peu chez nous. Je voulais juste quand même, la France, là, et je voulais quand même remercier pour ceux qui nous laissent des commentaires parce qu'il y a des habitués quand même qui reviennent vers nous et ça, on est très content de pouvoir lire vos messages. En tout cas, merci à vous. Oui, tous je vois qu'il y a Ludovic, un pote qui était intervenu dans une précédente émission. Là. Ludovic, on fait une émission en début de semaine, si tu nous entends, Ludo, lundi ou mardi. Comme t'es soignant, t'es le bienvenu. Il a une bonne voix radio, si j'aime bien. Témoigner. Ouais, il a une bonne. Non, c'est pas Aldo. Aldo, il travaille en maison de retraite, mais Aldéric, on lui demandera aussi. Ludovic, il travaille sur la région parisienne, donc ça serait intéressant qu'il nous donne un peu des nouvelles de ce qui se passe sur Paris. Donc voilà. Philippe, peut-être. Oui, Philippe. Excuse-moi. Vas-y, non, mais moi je voulais justement dire que voilà, ce soir c'est la première soirée, donc il est 21h27, on est bien en direct sur Droit Citoyen, sur Facebook Live, et merci de nous avoir rejoints. Je voulais juste parler justement parce qu'aujourd'hui c'est le début le début. Est-ce qu'il y a vraiment un début? Parce que là il y a quand même une certaine largesse jusqu'à demain pour les vacances de la Toussaint, pour ceux qui reviennent éventuellement de vacances, et puis ceux qui veulent aller déposer des fleurs sur les tombes de leurs disparus. Donc, il y a quand même un truc bizarre depuis hier. Moi, je n'ai pas vu de policiers en ville. Si, moi j'en ai vu à Château-Creux hier soir. Oui, parce que vous faites des manifs. Non, c'était un rassemblement. Un rassemblement. Il y avait 10 personnes. Bon. Franchement, il y avait 10 personnes et allez, 20. Et ils ont débarqué à 30 flics. 2 camions, une voiture. Hormis ça, en tout cas, je peux vous assurer qu'entre Villeurbanne et Lyon, même aujourd'hui, puisqu'on a été jusqu'à dans le 9e arrondissement, on n'a pas croisé une seule patrouille, un seul équipage de police. C'est difficile que les flics se baladent partout alors que les gens sont censés avoir des autorisations de travail. Tu sais comment c'est fait une autorisation de travail? C'est un truc où ton patron te dit que tu peux circuler dans une certaine zone, etc. Tout ça, et c'est un document où tu peux vraiment te balader un peu partout, quoi. Alors, est-ce que les gens ils ont compris justement de ces nouvelles mesures? Parce que il me semble qu'en mars et avril, il y avait ces autorisations de circulation professionnelle pour ceux qui ne pouvaient pas faire autrement et devaient travailler. Et là, j'ai l'impression qu'en plus de ça, il faut aussi une autorisation de déplacement. Il faut se signer soi-même un document comme quoi qu'on va travailler. Et il me semblait qu'en février et mars, il n'y avait pas besoin d'avoir les deux. Et là, maintenant, je crois qu'il faut les deux. Je sais pas. Non, les autorisations de travail sont permanentes. Elles sont permanentes. Donc, il n'y a pas besoin de signer un justificatif comme quoi je dis je sors pour aller travailler. Non, quand tu es travailleur, tu as la priorité absolue. C'est bien le sens de ce confinement. Et pourtant, dans le premier cadre qu'on peut cocher, c'est bien indiqué que, en gros, je sors pour aller travailler. Oui, ça c'est le vieux document. Il reste encore la case je sors pour aller travailler. Mais normalement, tu as un document de ton employeur avec une autorisation permanente. Bon, ça reste à surveiller parce que s'il y a des citoyens qui se font amender parce qu'ils ont un document sur deux ou deux documents sur un, parce que bien entendu, bien souvent, il y a des policiers qui ne savent pas mieux que nous de quoi il en retourne. Donc, on surveillera ça de près quand même. Ouais, là, peut-être le seul truc qu'il y a dans le document professionnel qui est livré par ton entreprise, il n'y a pas d'horaire. Ah, il y a Pili qui nous dit qu'elle a été contrôlée depuis hier 3 fois. Oui. Ah, ils tournent quand même, hein, les flics. Hein. Oui, mais elle est connue, donc forcément, non?
Bah, oui, après, on est toujours en noir. Moi, j'ai quitté mon blouson rouge. Maintenant, j'ai une veste noire. J'ai changé de bonnet. Voilà. Je sais pas si ça aide ou pas. J'en sais rien. Non, mais sérieux, on en vient à des trucs ridicules, quoi. C'est dramatique, hein. C'est jeu du chat à la souris. Après, je sais pas si on n'en voit pas tant. C'est toi qui disais ça, Philippe, peut-être, non? Il y en a un paquet qui ont le coronavirus aussi, hein, des flics, hein, peut-être, hein. Il y en a qui sont en arrêt. Ils en ont peut-être marre de faire ce boulot de merde qui sert à rien, en fait. Tu vois? J'en sais rien, moi, hein. C'est possible, hein. Une question de cohérence, mais il n'y a pas de raison que les gens qui sont en contact avec d'autres personnes, et puis vu comment ça se passe là-bas au commissariat de police et dans les commissariats de police en général, vu les conditions d'hygiène et de respect des gestes barrières dans les commissariats, il n'y a pas de raison que les flics soient pas atteints, au contraire, hein. Ah bah oui, oui, oui. Moi j'étais en garde à vue il y a, je sais plus, 3 semaines, un mois, je sais plus là. Le soir à 19h, dans le comico, il n'y avait pas un flic qui avait son masque. Pas un. Pas un. Alors que en extérieur, on s'en fout, ça sert à rien, encore une fois. Mais à l'intérieur du comico, où tu es enfermé dedans toute la journée, normalement ils devraient le mettre le masque. Ils sont censés faire respecter la loi et le bon sens, quoi. Tu vois? Parce que moi, je veux pas dramatiser le coronavirus, mais ça a l'air quand même un peu grave. En intérieur, ça, le masque, ça peut être utile. Et ben dans le comico, ils le mettaient pas. Bah, après, je comprends, hein, mais bon, tu vois, les mecs qui sont schizophrènes à l'intérieur du commissariat, ils mettent pas leur masque. Et quand ils sortent du commissariat, ils vont te mettre des amendes parce que t'as pas mis ton masque dehors. Enfin, je veux dire, c'est débile, quoi. Oui, c'est ça qui est le plus choquant, c'est les incohérences. En fait, au moins quand une décision elle est prise, qu'elle aille dans le même sens. Mais après, les décisions qui sont prises se contredisent les unes les autres, quoi. Tu vois, en quoi c'est dangereux, en quoi c'est plus dangereux d'aller chercher un livre dans une librairie ou Ah, mais d'aller ça, c'est dingue. Ah, mais ça, Philippe, ça, c'est dingue. T'as entendu l'actu? Je veux dire, par raison d'équité, ils ont dit on va fermer les rayons librairie des grandes distributions. Oh, mais on se croirait dans Fahrenheit, je sais pas. Alors, dans ce genre d'incohérence, ça permet pas aux gens, c'est comme c'est pas logique et que ça n'a pas de sens, ça permet pas que des gens ne respectent pas les gestes barrières, etc. C'est assez compréhensible, mais parce qu'au bout d'un moment, ça devient incompréhensible. Et ça devient incompréhensible, mais ça devient aussi, ça commence à devenir un peu insupportable. Ah bah clairement, hein. Moi, je sais combien de fois, des fois, je pars de chez moi pour aller dehors, hein, et j'oublie mon masque. Et j'ai putain encore ce putain de masque. Et je me dis quand est-ce qu'on va pouvoir s'en débarrasser de ce putain de masque, parce qu'à un moment donné là, ça commence. Je pense que on est tous pareils. Je veux dire, on sature énormément et sans parler d'atteinte aux libertés individuelles, c'est quand même dramatique de s'emprisonner dans un masque, de ne plus pouvoir avoir ces échanges sociaux qu'on pouvait avoir même dans les transports en commun, ne serait-ce qu'un sourire entre personnes. Je veux dire, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, non, mais c'est une civilisation qui meurt là. Tu vois, on est en train de se suicider collectivement. C'est Lily Révolt justement qui nous laisse un petit message qui nous dit justement que pour elle, nous sommes en deuil de cette société qui se meurt. Ouais. Oui, ouais, j'ai vu son. Je ne porterai pas trop le deuil d'une société qui ne me plaisait pas trop, mais. Non, mais le problème, Philippe, c'est qu'il va y avoir de la casse au passage, tu vois. On pourrait évoquer le sujet de la solidarité, parce que peut-être je le rappelle, on s'est dit, pour ceux qui nous rejoignent, en début de semaine, on va faire une émission avec des soignants, évidemment, c'est la première étape. Milieu de semaine, mercredi ou jeudi, avec Andy, on va faire une émission Parole de Gilets jaunes. Et puis samedi, on fera une émission avec Pierre, probablement, sur les chiffres de la mortalité. On va essayer aussi de faire une soirée quand même radio libre pour permettre à ceux qui veulent vraiment. Si ça vous intéresse. Ouais. Voilà, on laissera le Zoom ouvert et ceux qui voudront se connecter et venir échanger avec nous en direct, on le fera avec grand plaisir. Bah, dites-nous en commentaire si jamais ça vous intéresse. Parce qu'on avait fait un peu ça, Vincent, on n'avait pas eu beaucoup d'appels. On avait David qui avait appelé. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou à David. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. Il a mis un ou deux commentaires. Du coup, peut-être que lui, ça l'intéresserait de participer à une prochaine émission. Et du coup, donc Radio Libre, si ça vous intéresse, dites-nous. Et puis solidarité, ça je voulais te lancer là-dessus, Philippe. À Saint-Étienne, on a une des rares brigades de solidarité où tout le monde a bossé ensemble.
et qui a continué, qui s'est pas arrêté. Alors évidemment pendant l'été c'était un peu plus compliqué, mais c'est une des seules, je crois, il y en a 2 en France, des brigades de solidarité qui sont organisées pour lutter contre la pauvreté, parce que déjà pendant le premier confinement, il y a des gens qui ont eu faim en fait. Ça, il faudra qu'on en parle aussi, et peut-être on pourra faire une émission spéciale là-dessus. Philippe, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça vaudrait le coup. Oui, ça vaudrait le coup d'inviter Eddy aussi. Voilà. Ouais, carrément, carrément. Mais des brigades de solidarité. Après, nous, on a mis en place des systèmes par quartier, parce que comme on est un peu coincé et qu'on n'arrive pas à se voir d'un quartier à l'autre, on essaye de mettre en place un système de voisins solidaires, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et aussi avec les petits commerçants du coin. Ouais, super. Cette semaine, on a vu avec mon copain, là, Fabrice de Véza. Qu'on salue, bien entendu. Bonjour Fabrice. Le grand Tata Mover. On a vu deux commerçants de quartier. Alors, et c'est vraiment intéressant ce qu'ils nous ont dit. D'ailleurs, on en a fait des articles. Il y en a un qui est sorti, l'autre pas encore. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une boulangère, en fait, qu'on a vue, tu vois. Donc on lui a acheté 2 petits pains au chocolat, et puis comme dans la chanson, et ensuite on a discuté avec elle, et elle nous disait que pendant le premier confinement, ça avait été très dur pour eux, mais que néanmoins ils s'étaient organisés, ils avaient fait plein de livraisons, notamment les personnes âgées du quartier, ils étaient allés leur livrer le pain, etc. Tout ça, ils avaient fait une chose, et que finalement ils en avaient retiré beaucoup de solidarité, quoi. Et et que ça s'était bien passé pour eux, mais que là, franchement, avec confinement sur confinement, eux, le problème, c'est qu'ils allaient finir par mettre la clé sous la porte, quoi. Tu vois. Ça se remet pas en place, tu veux dire, la solidarité entre voisins, de la même manière que... Parce que les brigades de solidarité, ça reprend, hein. Il y a eu une collecte samedi dernier, une distribution samedi, il y aura probablement une collecte samedi prochain. Ouais, voilà, pour les Stéphanois, je fais la pub, hein. Bien sûr que ça se met en place, et bien sûr que ça limite, heureusement, ça a limité les dégâts pour beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été secourus comme ça, tu vois. Et les commerçants, il y en a beaucoup des commerçants de quartier qui ont tenu parce que les gens du quartier les ont soutenus, etc. Tu vois, la pizzeria, alors deuxième interview, la pizzeria qui est à côté de chez moi, à Montieu, là, Miss Italia, dont je fais la pub, là, parce que c'est une des meilleures pizzerias de Saint-Étienne. Ils ont survécu grâce au fait qu'ils font des pizzas à emporter. Tu vois, pas que des pizzas d'ailleurs, parce que je dis tous les plats italiens à emporter. Mais c'est à chaque fois c'est une lutte, quoi. Ils essayent de pas disparaître, quoi, hein. Alors que eux sont en train de se battre comme ça et qu'ils ont plein de restrictions, les grandes surfaces sont en train d'accumuler des sommes considérables. Ils ont fait leur beurre sur la crise, quoi. Vraiment. Donc là, il y a vraiment une injustice totale, quoi. Les gens sont résilients, les gens sont solidaires, mais ils sont aussi très en colère, quoi. Très, très en colère. Ça c'est plutôt encourageant, hein, la colère. Après, je sens beaucoup de résignation aussi quand même. Moi, j'aimerais bien qu'on sorte dans les rues là tout de suite. En vrai, hein, franchement, ça serait nécessaire. À Barcelone, ça bouge. En Italie, ça bouge, mais je ne sens pas venir en France. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces mouvements qui s'organisent printemps. justement dans ces pays pour dénoncer un peu justement la crise sanitaire dans ces pays-là, qui sont les mêmes que nous, parce qu'ils vivent aussi du coronavirus et ils sont obligés de vivre avec. Et puis il y a aussi l'économie. Et il y a des pays, justement, il y a encore plus de chômage, de précarité que nous. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes aides que nous. L'Italie et l'Espagne, en fait, c'est des pays où, si tu veux, la France, on commence à, tu vois, alors comment dire, il y a les pays du Sud et les pays du Nord, c'est une caricature en Europe, hein. Si tu mets à l'Allemagne et les riches, on va dire, tu vois, ceux qui réussissent bien, ça, c'est des gens qui ont des contrats, des machins. En France, nous, on est l'interface entre les deux. On est à la fois du Nord et à la fois du Sud. Il y a déjà beaucoup de gens qui vivent de l'économie informelle. Et l'économie informelle, c'est pas juste vendre du shit, hein. Il y a aussi des tas de gens qui vivent de petits boulots non déclarés, en fait. Et en Italie et en Espagne, c'est énorme. En Italie et en Espagne, le nombre de personnes qui vivent de l'économie informelle, c'est encore plus qu'en France. Et ces gens-là, ils peuvent pas avoir d'aide, évidemment, puisque tu déclares pas. Et même en France, en fait, les aides, elles sont basées sur ce que tu déclares. Donc, l'État va pas t'aider. Tu payes pas d'impôts, l'État va pas t'aider. Voilà. Et donc, ces gens-là sont en rébellion. Ça part de ça part de ces gens-là.
À Barcelone, il y a beaucoup d'extrême gauche qui se bougent. Dans le reste de l'Espagne, c'est plus droite quand même. Et Italie, c'est assez populaire. Et ils se réclament des gilets jaunes en Italie, apparemment. Il y a quelque chose de la mixité, d'une remixité, d'un remixage qui s'est produit en France avec les Gilets jaunes. Moi qui fais ma fidélité au mouvement des Gilets jaunes, franchement, on s'est re-rencontré des catégories de population en France avec lesquelles on se voyait plus, on se parlait pas, on n'était pas dans les mêmes endroits, dans les mêmes lieux. Tu vois, les sociétés modernes sont des sociétés atomisées. Et le plus grand apport des Gilets jaunes, pour moi, hein, ça a été celui-là, ça c'est une grande victoire, c'est qu'on se reparle enfin. On a construit des cabanes ensemble sur les ronds-points, on a espéré renverser ce gouvernement foireux ensemble, et ça nous tient. Et maintenant qu'on se parle, on se lâche plus en fait. Et c'est la famille, hein, c'est un côté famille. En Italie, il y a quelque chose de cet ordre-là. En Italie, il y a une tentative en tout cas, ils font référence aux gilets jaunes un petit peu. Donc je ne sais pas si ça prendra. Ils sont pas très nombreux hein, par rapport à nous. On était un peu plus nombreux et c'est très concentré dans les villes en Italie. C'est les grandes villes. Alors qu'en France, les gilets jaunes, ça partait aussi et beaucoup des campagnes et des périphéries. En Italie, c'est limité, en tout cas pour l'instant, au centre-ville. Voilà. Donc pour l'instant, de ce que j'ai entendu. Hein. Là, les rassemblements que vous faites, là, vous l'avez. Donc hier, c'était à Châteaucreux, aujourd'hui, c'est à Châteaucreux. C'était dans quel cadre alors? Il n'y a pas de cadre, personne ne fait de rassemblement. Tu vois, si jamais il y en a, c'est une tentative c'est essayer de se donner un rendez-vous pour voir s'il y a du monde qui vient, mais il n'y a pas d'envie, donc c'est pas la peine. On est 10, on est 20. Moi, je suis repassé faire un tour ce soir, mais si tu veux, pour moi, c'est facile, j'habite à côté. Donc moi, je suis dans mon rayon des 1 km, j'ai fait mon attestation, là, j'ai écrit, je vais me balader pour faire mon sport, machin, monsieur l'agent, merci, et ça marche. Moi, je suis dans les 1 km. Mais les gens qui sont plus loin, qui n'ont pas envie de. Enfin, tu vois. On est sous le choc en fait. Il y a un état de choc et un état de sidération qui, au-delà de la résignation, peut-être s'il fallait appeler à des rassemblements à Saint-Étienne, ce serait plutôt mairie ou préfecture dans le centre. Mais là, tu as directement la police dans les pattes. Donc, je sais pas. Faudrait se synchroniser et sortir à beaucoup. Tu vois, il faut qu'il y ait du monde. Si c'est pour se retrouver à 10 et se faire soit embarquer, soit amender, soit les deux. Tu vois, je comprends que les gens viennent pas non plus. Hein. Le printemps, moi j'ai plus espoir au printemps. Après, oui, si ça doit bouger avant, on évoque justement le mois de mars parce que je pense qu'on va pas s'en sortir juste comme ça avec un mois de confinement et qu'il va falloir attendre que de l'eau coule. Et justement, on évoquait les gilets jaunes. D'ici 2 semaines, c'est quand même l'anniversaire, 2 ans de gilets jaunes. Ah oui. Moi ça me rend triste. Moi j'aurais aimé qu'on fête cet anniversaire, mais qu'on le fête costaud, quoi. Pas une commémoration en mode armistice, quoi, tu vois. J'aurais aimé même avant le confinement, on n'a pas été capable de se réunir pour s'organiser, pour organiser un truc. Il y a choc après choc, tu l'as dit en début d'émission, Vincent. Hein. Ils nous font chier avec leur islamo-gauchisme, avec leurs histoires de terrorisme, le choc du coronavirus. Ils nous en mettent plein la gueule, donc les gens sont sidérés. Et même chez les gilets jaunes, l'histoire des masques, ça nous a divisés. Voilà, donc je sais pas. Enfin, je sais pas, Philippe, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, j'écoute, toute la planète est un peu sous Covid, mais enfin mais c'est pas tous les pays dont c'est l'actualité la plus brûlante. Il y a d'autres endroits où les gens sont dans la rue, dans le monde. Clairement. Au Chili, ils ont fait une constituante. Dans la rue, ouais. Au Chili, par exemple, c'est hyper intéressant ce qui s'est passé et d'avoir enfin, tu vas me dire c'est une petite victoire. Et puis ça faisait un moment qu'ils attendaient, mais non, c'est une grande victoire parce que ils ont dû tellement pour pouvoir avoir le droit de bientôt pouvoir changer cette constitution, qui est une constitution de Pinochet, hein, quand même. C'est vraiment important. Là, en ce moment, ce week-end, hein, il y a des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc, je salue tous mes amis de la Côte d'Ivoire et je leur souhaite bonne chance parce que c'est toujours un moment voilà, un peu délicat, très délicat même. Voilà. Il est 21h44, on est toujours en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Merci à vous tous qui nous laissez des messages. Alors forcément, il y a quand même des gilets jaunes qui nous laissent des messages et j'en suis forcément ravi. Pour la semaine prochaine, donc puisque là il reste un quart d'heure, donc forcément on va essayer de mettre les grandes lignes. Donc la semaine prochaine, la première mission qu'on va faire, on va la dédier aux soignants.
Nicolas? Oui, il faut qu'on contacte. Moi, je vais essayer de contacter Shaibia parce que elle est syndicaliste sur Lyon et franchement, on avait fait une émission intéressante avec elle. Donc, si elle est disponible, je pense que ça serait bien. Il y a Ludovic qui nous a fait un coucou sur le chat tout à l'heure. J'essaierai de contacter Aldo. Linda a des contacts aussi sur Saint-Étienne. Philippe, on en parlera après. Peut-être, Philippe, tu me diras si tu veux participer à cette émission ou pas. Si tu as des contacts de soignants qui veulent participer. Alors, c'est Voilà. vous aussi, vous qui nous écoutez, qui nous regardez directement sur Facebook Live, si vous avez éventuellement des personnes qui seraient intéressées, qui sont soignants, participer à nos émissions en direct, n'hésitez pas à nous laisser des messages. On vous recontactera en messagerie privée. Voilà, et donc ça c'était la première émission. Vas-y Philippe, ouais. Mais non, je voulais dire un truc avant qu'on Vas-y. parle de la semaine prochaine. Il y a une information qui n'est pas beaucoup connue, mais en ce moment, les entreprises sont plutôt ouvertes en général. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Moi, je travaille par exemple, comme d'habitude en fait, en réalité. Et en fait, ce qui a été supprimé, c'est mes loisirs et mon activité sociale, en partie en tout cas. Et en tout cas, elle est fortement limitée. Mon activité professionnelle, elle n'est pas du tout limitée. D'accord ? C'est un constat. Hein. Mais voilà, en même temps que j'ai mon activité professionnelle et que des tas de gens ont leur activité professionnelle, il n'existe pas ce qui est pourtant tout à fait légitime et qui devrait exister tout le temps. Il n'existe pas à l'heure actuelle de droit syndical. Pourquoi il n'y a pas de droit syndical en ce moment? Parce que, par exemple, la bourse est fermée à Saint-Étienne. Les entreprises. Mais la bourse, elle est fermée. La bourse du travail à Saint-Étienne est fermée. Décision de la mairie. Bon, c'est vraiment scandaleux. C'est quoi? C'est le grand rêve du MEDEF qui est en train de se réaliser? C'est quoi? Là, il n'y a plus de syndicats. Amazon, Google, Facebook, c'est le grand rêve des GAFAM. Tu sais, c'est la stratégie du choc et surtout, c'est Schumpeter, c'est la destruction créatrice. C'est des choses auxquelles ils croient. Alors, ils sont débordés là-haut. Nos gouvernants en France, particulièrement, c'est des abrutis. Hein. Je veux dire, ils sont pas en mode complot machin. Ils sont vraiment débiles en fait. Mais il y en a qui savent ça. Philippe Aglietta, je crois, qui est un économiste fan de Macron, qui a participé à sa campagne, il a écrit un bouquin sur ça, sur la destruction créatrice. C'est Schumpeter, c'est un économiste néolibéral. Enfin, je connais pas assez. En tout cas, c'est un mec qui a écrit sur ça. Et l'idée, c'est que en fait, l'économie, en fait, des fois, faut détruire des choses pour créer du nouveau. Tu vois. Juste au passage, ils oublient que quand on détruit, c'est des vies qu'on détruit, c'est des gens, voilà, la solidarité, ils connaissent pas. Donc eux, ça leur va bien, la destruction créatrice, tu vois. On détruit et puis on verra ce qui réémerge. Et ce qui réémerge, c'est les trucs à distance. Voilà, on s'adapte. Hein. Nous, on fait nos émissions à distance, on se voit plus, on va tout faire par Internet. Alors c'est pratique Internet, mais en vrai, on a besoin de se voir. On a besoin de se voir en manifestation, on a besoin de se voir au bar, merde, putain, au bar pour l'apéro. On a besoin de se prendre dans nos bras. C'est l'humanité, c'est comme ça en fait. Je veux dire, et ça, la destruction créatrice, c'est ça qui vient derrière en fait. C'est même pas. Je suis même pas sûr que ce soit à l'avantage du MEDEF et du vieux capitalisme. C'est un nouveau capitalisme. Le vieux capitalisme, les patrons, les petits patrons, tu vois, ceux-là, ils disparaissent, les petits patrons. Ils sont sous la coupe des grands patrons et du CAC 40 depuis des dizaines d'années. Les artisans, les petits commerces, ils se font défoncer la gueule. C'est les grosses boîtes qui gagnent. Et les grosses boîtes, elles ont bientôt plus besoin d'humains. Ils ont des plans pour faire des usines avec des milliers de robots dedans et des robots de plus en plus perfectionnés. Donc, les tâches que les humains sont obligés de faire, il y en aura de moins en moins. Et donc, c'est ça leur rêve. C'est ça leur rêve, une économie qui détruit la planète, une industrie qui détruit la planète, on fabrique des robots, des machins, ça va tout détruire, mais ils s'en foutent. Ils crameront jusqu'à la dernière goutte de pétrole dans leur bunker. On le sait, ça, moi, tu vois. Et... Enfin bon, je m'emporte encore une fois. Ouais, comme toujours, Nicolas. Mais c'est pas grave, tu le fais c'est pour le bien. Ouais. Et justement, tu as souligné le fait est qu'on le télétravail, il y a quelques mois, avant le Covid, le télétravail, c'était pas trop apprécié, c'était toléré. Alors que maintenant, c'est vraiment inscrit. C'est le télétravail, le télétravail, le télétravail. Alors c'est obligatoire même. Ouais. Elisabeth Borne a dit c'est obligatoire. Pour ceux qui peuvent, si votre boulot est télétravaillable, c'est obligatoire. Bientôt, Philippe, tu vas télétravailler. Parce qu'ils vont te sortir un pseudo-robot Philippe, là, et puis toi, tu pourras diriger ton robot depuis chez toi, et les élèves, ils seront ça dans une classe virtuelle, tu vas faire. Voilà. Je souhaite du plaisir aux robots pour s'adapter à mes jeunes qui ont besoin avant tout de présence humaine.
Ah bah bien sûr, ce que tu fais toi, tu peux expliquer peut-être parce que c'est intéressant. Toi, c'est un boulot qui se fait pas sans présence humaine. Franchement, dans la formation professionnelle avec les jeunes, franchement, sans contact humain, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Même pas la peine. Ouais. On ne peut pas faire ça par télétravail ou alors vraiment à la marge. Et oui. Oui, et même pour nous, hein, puisque Droit Citoyen, c'est quand même, ça, on le rappelle toujours, c'est un média, certes, mais nous formons aussi des stagiaires, des étudiants en journalisme, et c'est difficile de former des journalistes en télétravail, parce que nous, on aime bien aller sur le terrain, on suit les mobilisations sociales, donc c'est là où on leur apprend justement le cœur du métier, c'est d'aller au contact, voir les gens, prendre le temps justement de parler avec eux. Et là, on est reparti pour un mois, donc c'est un peu dommage parce qu'on a quand même des équipes qui commençaient à se souder. Donc on va essayer de voir la semaine prochaine comment on va travailler, parce qu'on quand même on envisage d'aller faire des reportages du terrain parce qu'ils sont journalistes, donc il faut bien qu'ils Bah ouais, apprennent. tu peux faire des dérogations, Vincent, non ou Oui, pas, oui, ouais. non, oui, oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Ils ont leur carte de presse et tout ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, mais on va le faire beaucoup moins qu'avant, puisque forcément, on n'est pas là, on va pas filmer des rues vides, ça nous intéresse pas non plus. Donc il faut qu'il y ait des sujets, et c'est bien de l'avoir souligné, parce que la solidarité, aujourd'hui, on veut axer justement nos reportages, donc cet angle de la solidarité, de l'aide, de l'entraide, c'est très important de pouvoir le montrer ce qui se passe dans les quartiers, notamment, parce qu'il y a quand même des initiatives qui ont eu lieu lors du premier confinement, et on n'en C'est a les pas lieux les beaucoup plus parlé. solidaires. Voilà. Et justement, à Bah, plus t'es Saint-Étienne, dans la merde, plus t'es solidaire. De toute façon, il n'y a pas le choix, oui, hein. bah, c'est toujours les plus pauvres qui tendent mieux la main, c'est sûr. Et donc, l'exemple de la brigade de Saint-Étienne, Ouais, c'était les brigades de tout à solidarité, ouais. fait. Ouais. Donc ça, c'est des initiatives qui sont intéressantes et qui peuvent permettre justement à d'autres de dire ah, bah pourquoi pas nous, on pourrait aussi le faire, et savoir comment on peut le faire, comment s'organiser, parce que c'est pas facile de pouvoir prendre des initiatives sans savoir comment tout cela s'organise. Donc ça peut être intéressant d'en parler. Le GAFA, la vente par correspondance, est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, vis-à-vis des libraires qui sont obligés de fermer? Ah bah De si. faire en sorte Si, que si. il y a aussi les vendeurs de jouets aussi qui sont impactés, parce que la grande distribution qui propose justement des rayons de librairie et de jouets, donc il y a quand même une concurrence déloyale qui s'opère. Et là, on se dit, mais comment se fait-il que les librairies, parce qu'on parle aussi, bah, confinement, bah, il faut bien s'occuper, il faut lire. Donc ceux qui Ah, veulent mais aller tu sais ce qu'ils ont fait pour lutter contre la concurrence déloyale, Vincent? non, Ils ont fermé les rayons livres des supermarchés. Voilà. Fini la culture. mais C'est ça qu'ils ont fait pour lutter contre la concurrence déloyale. Mais il y a Pili qui dit sur les commentaires, là, c'est intéressant ça. Dans plusieurs villes de France, j'avais vu aussi, merci Pili, il y a des maires qui ont signé des arrêtés pour autoriser les petits commerces à rouvrir malgré le confinement. oui, Alors ils mais les sont hors la loi, préfets, si tu veux, c'est un genre les préfets de de toute fronde ou de manière, rébellion. voilà, les préfets Les vont faire préfets le vont casser nécessaire pour ces casser. arrêtés, Voilà. ouais. Donc il y a quand Mais même, c'est quand même encourageant qu'il y ait des oui. maires qui Et se moi, je ne lèvent. comprends pas pourquoi on empêche les libraires de vendre des livres. Ah bah, parce que Il y a, il y a- moi, je veux pas croire que ça soit délibérément contre la culture. Je pense que c'est juste qu'ils sont débiles. Et que, en fait, que pour eux, c'est annexe. Pour eux, c'est annexe. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Voilà. Lire, oui, c'est bien pour les bourgeois, pour eux, ils lisent. Mais nous, le petit peuple, les prolos, quand on lit de la merde. Et puis, on n'est pas censé lire. Nous, on est des abrutis. ouais, Voilà. Je pense que c'est ça. Pour eux, c'est pas important. Donc c'est un peu dommage pour les librairies justement qui peuvent pas vivre. Et puis de l'autre côté, on va se dire bah tant qu'à faire, on va aller chez Amazon, puisque chez Amazon on peut acheter des livres. Et là on remet encore le problème de la vie économique et de ces GAFA justement qui payent moins d'impôts en France et ailleurs, et voilà, et qui participent pas à la vie économique du pays. Il y a Lily Révol aussi qui dit qu'il faut dire toute la vérité, ce qui est encore pire sur ce qui nous attend. Moi, je suis pas complotiste, mais j'ai pas de mal à discuter avec les complotistes parce que en fait, dans les pires théories complotistes, on s'imagine même pas ce qui nous attend. Ce qui nous attend, si on reste les bras ballants, c'est que les grandes multinationales vont prendre le contrôle et que à terme, si on les laisse faire, c'est la mort de la moitié la plus pauvre de l'humanité. On a déjà des semblants de doctrines qui viennent de là-haut, là, un peu écolo, truc muche, là. Ouais, on est trop nombreux sur la planète. On est en train de préparer les opinions riches
les opinions des pays riches à la mort des plus pauvres. Ah oui, c'est dramatique, mais enfin bon, ils sont toujours morts, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est mieux pour la planète parce qu'on est trop nombreux. Voilà. Ce qui se profile à l'horizon, si on se bouge pas le cul collectivement, c'est ça. C'est à brève échéance à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Brève échéance à l'histoire de l'humanité, c'est 50 ans. À horizon 50 ans ou un siècle, si on les laisse faire, c'est 3 ou 4 milliards de morts, et les plus pauvres et les plus fragiles. C'est ça qui nous attend, au-delà de renflouer les poches du capital ou je sais pas quoi. C'est la mort, parce qu'ils vont nous laisser crever. Voilà. Ils n'auront plus besoin de nous. C'est pourquoi ça les intéresse. Vas-y, Philippe. Ça les intéresse pas beaucoup, les librairies. Ben, les librairies, c'est parce qu'il y a des livres dedans et que dans ces livres, il y a des idées. C'est ça qui les intéresse pas des masses. Et ça reste encore diversifié. Il y a Dufresne qui vient de sortir un livre, là, un roman. C'est un roman très, très réaliste sur la répression policière. Ça les intéresse pas des masses. Il y a plein de choses. Ils n'ont pas encore réussi à réfréner toutes les éditions Libertalia, etc. Des éditions libres qui produisent des choses intéressantes. Donc il y a encore des gens qui pensent, et ça c'est dérangeant parce que la société dans laquelle nous vivons est tellement illogique, contradictoire, etc., que à la moindre réflexion, tu comprends que ça tourne pas rond. Tu vois? Donc voilà pourquoi ils interdisent les livres. Ça me rappelle ce que j'ai raconté cette semaine à mes stagiaires pour leur expliquer la laïcité, en commençant par les dits de Nantes, parce que machin, si tu n'expliques pas les choses, tu peux pas comprendre en fait. Parce que les valeurs de la République, il faut d'abord savoir de quelle République on parle, etc. Enfin, il y a plein de choses. Si tu dis rien, ça ne veut rien dire. Ce que disent les politiciens à l'heure actuelle et qui se bougent le cul. Bon, heureusement, là, tu as quelques maires qui se bougent le cul pour leurs commerçants, tant mieux. Mais c'est excessivement rare. Où sont les politiciens? Ils sont nulle part. Où sont les conseillers départementaux qui, normalement, sont censés gérer 60% du social des gens, tout le RSA et tout ça, machin? Ils sont où? Ils sont nulle part. Ils sont cachés chez eux. Voilà. Demande à ton voisin, demande à quelqu'un s'il connaît son conseiller départemental. D'abord, la question, c'est un piège. Connais-tu ton conseiller départemental, Nicolas? Oui. Oui, c'est un bon élève. Mais moi je suis politisé depuis que j'ai 16 ans, si tu veux, je connais la politique. Depuis les Gilets jaunes, j'y crois plus. La politique, et même d'avant les Gilets jaunes, j'y crois plus à la politique. Il y a un piège dans la question, c'est qu'en fait, on n'a pas un conseiller départemental, mais un duo, deux. C'est un homme, une femme et un homme. C'est deux conseillers départementaux. Tu vois? C'est nouveau ça, ouais. Ça fait, c'était le dernier mandat. Ouais. Enfin bref. Donc du coup, voilà, tous ces gens-là qui se bougent pas. Je crois que ce que moi je tire de toute cette crise, parce que de chaque crise on peut toujours tirer quelque chose, c'est que ce qui nous reste comme possibilité, c'est vraiment la solidarité, ce qu'on va faire nous entre nous, quoi. Et comment on va s'organiser. Moi, c'est pour ça que je parlais des brigades, c'est important, ouais. C'est ça que beaucoup de monde commence à percevoir. C'est que ça va dépendre essentiellement de nous, nos voisins, de ce qu'on fait ensemble. Voilà. Et les institutions, les politiciens, tout ça, on peut pas du tout avoir confiance qu'ils règlent la situation pour nous. Il va falloir prendre nos vies en main et nos villes aussi. Ouais. Et nous, justement, je suis quand même un peu sur une autre stratégie. Je pense qu'il faut les deux, mais... Vas-y Vincent. Non, je dis que justement nous allons prendre justement nos vies en main. C'est-à-dire qu'il est 21h59 et nous allons donc mettre... on va s'arrêter là, ouais. Voilà, c'est ça. Et nous allons reprendre nos vies justement après 22h pour ceux qui... on rappelle le programme de la semaine prochaine? Oui, tu veux le faire Nicolas, certainement la première émission. La semaine prochaine, elle sera dédiée aux soignants, bien entendu. Voilà, lundi ou mardi. Mercredi ou jeudi, une émission Parole de Gilets jaunes avec Pili. Et probablement samedi, une émission avec Pierre. Voilà, sur les chiffres, les statistiques de la mortalité, la vision plus globale de ce qui se passe. Et puis bien entendu, essayer de faire une émission un peu radio libre pour permettre à ceux qui veulent éventuellement échanger en direct avec nous, puissent le faire avec plaisir. Ouais. On peut faire ça peut-être en début de semaine entre les deux émissions, une émission radio libre ouverte. Oui. Je sais pas Vincent, on en parlera. Oui, pas de souci. De toute manière, on est là, donc il faut en profiter.
Moi, je vais pas mettre la chanson On est là parce que à chaque fois Facebook nous bloque. Donc pour l'instant, ça va. Ouais, ça fait 1 heure qu'on est en direct, tout va bien. On n'a pas eu de problème technique. Philippe, un petit mot de la fin? Non, mais merci Vincent. Avec plaisir, Philippe. Pour cette invitation à 19h40 à 21h. Non, mais c'est pas grave. Et Nicolas, je suis content de te voir. On n'habite pas très loin en fait. Hein. Ouais, pareil. On doit être 1 kilomètre hein, en fait. Non? Tu vois pas? Ouais, un ou deux, ouais, on n'est pas très loin. Ouais. Ouais, pas très loin. On pourra se voir alors. On va se faire un apéro, Philippe. On va se faire un apéro sur le trottoir. Un apéro trottoir. On a 1 heure normalement. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission, cette première de Quartier Général, saison 2, confinement. Le sous-titre, il était bien quand même. C'est quoi ce délire? Voilà, c'est quoi ce délire? Ouais. En tout cas, merci. Ouais, il était bien. Il était formidable, bien. Comme disait Reiser. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, pour ceux qui nous ont regardés sur Facebook, là, bien entendu, cette émission sera en replay sur la page Facebook et demain sur la page YouTube. Merci à vous tous et à vous toutes. Très bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Très bon week-end. Bonne soirée. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.